La Nouvelle-Calédonie attend Edgar Pisani qui sera demain matin à Nouméa. 2 blessés aujourd'hui près de Nouméa. Les gendarmes toujours bloqués par les indépendantistes à Tio, à l'est de l'île. Demain matin à l'Assemblée, déclaration du Premier ministre et débat sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le sommet européen de Dublin, à l'ordre du jour, l'élargissement de la communauté et d'impressionnantes mesures de sécurité. Fuite de gaz toxique catastrophique en Inde, au moins 375 morts à Bhopal, dans le centre du pays. Michel Rocard, à l'heure de vérité d'Antenne 2, juste après ce journal, une prestation très attendue de l'homme politique qui reste le plus populaire du pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la 2e fois en 8 jours, demain matin, le Premier ministre Laurent Fabius fera devant l'Assemblée nationale une déclaration sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Son intervention sera suivie d'un débat, comme le demandait l'opposition, débat auquel assistera le président du gouvernement calédonien, le sénateur RPR Dick Ukewé. Monsieur Ukewé, qui a été reçu en fin d'après-midi par le Premier ministre, accuse maintenant les indépendantistes de faire régner la terreur dans l'île. Écoutons. Depuis hier, il y a des tribunaux révolutionnaires qui sont mis en place par des membres du FNKS et qui, au cours de cette séance de tribunal, donnent des moyens, prennent des moyens tout à fait, je dirais même presque sauvages, à l'intention des personnes qu'ils jugent. Et à l'heure actuelle, quand je vous parle, des personnes sont évacuées sur Nouméa, blessées, même dans le coma, qui ont été blessées au cours de ce jugement de ces tribunaux révolutionnaires. Et ce sont des personnes d'origine mélanésienne. C'est pour cela que je voudrais bien démontrer que contrairement à ce qu'on dit, le problème de la Calédonie n'est pas un problème racial, puisque aujourd'hui même sont victimes des actes de terrorisme du FLNKS, non seulement nos compatriotes d'origine européenne, mais aussi d'origine mélanésienne. Dans la banlieue de Nouméa, 2 personnes ont été blessées par balle aujourd'hui. Un chef d'escale d'UTA et un journaliste local. On ne connaît pas la gravité de leurs blessures. En tout cas, la situation reste bloquée et extrêmement tendue dans l'attente de l'arrivée demain matin à Nouméa du nouveau délégué du gouvernement Edgar Pisani. Mais c'est à Tio, la petite ville du nickel sur la côte est de l'île, que la situation reste la plus préoccupante. Tio est encerclé depuis 15 jours par les indépendantistes et hier, les gendarmes qui avaient été emmenés en renfort pour dégager les Européens, les gendarmes ont dû reculer. Ils sont eux aussi encerclés dans la gendarmerie. Nos envoyés spéciaux, Patrick de Carolis et Philippe Peter, étaient hier à Tio. À 180 km de Nouméa, après 3 heures de route dans la montagne et la brousse, nous arrivons à Tio, assiégé depuis 16 jours par les indépendantistes kanaks. On aimerait rencontrer M. Machoro. Oh, mais il n'est pas là en ce moment. On nous a dit qu'il était là ce matin. Ah, mais il est au village là-bas. Oui. On ne peut pas parce qu'il y a les hélicoptères qui tournent en l'air. Il y a les hélicos? Là, il y a les hélicos, il y a 5. Et pourquoi? Et il y a 5 pumas qui tournent en l'air, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Et on peut pas passer? Ah, on ne peut pas passer. Ok. Interdiction de filmer plus longtemps, une dizaine de fusils à lunettes sont braqués sur nous. Après une demi-heure de pourparlers, les Kanaks finissent par nous laisser pénétrer dans le village. Nous pensions y trouver d'autres militants, mais personne. Nous en aurons l'explication un peu plus tard. Le village est silencieux, les 600 habitants sont enfermés chez eux par peur des représailles Kanaks. Pas de ravitaillement depuis une semaine, la ville est paralysée. Rares sont ceux qui s'aventurent encore dans les rues. Les gosses, ils sont dans la montagne. Hein. Vos enfants sont partis dans la montagne? Oui. Et vous n'avez pas de contact? Ça fait 15 jours qu'on est comme ça. Là. Pourtant, nous on fait de mal à personne. On est là pour travailler, c'est tout. Depuis une demi-heure, 5 hélicoptères tournent au-dessus du village. C'est l'explication que nous cherchions. Alors que nous marchons dans les rues désertes, 150 gendarmes sont héliportés sur les hauteurs, forçant les Kanaks à se replier en dehors du village. Avec 2 groupes du GIGN commandés par le capitaine Masselin, les gendarmes mobiles quadrillent le village. La situation est tendue. Sur un des barrages, les négociations s'engagent avec les indépendantistes. À 2 km de là, les Kanaks ont réussi en effet à encercler 60 gendarmes venus en renfort.
Le colonel Favarin accepte alors de replier ses forces dans le périmètre de la gendarmerie de Thio afin d'éviter toute effusion de sang. L'escadron était de l'autre côté du pont. Moi-même, j'étais avec des éléments de ce côté. C'était un des éléments de notre négociation. On avait deux solutions, soit la solution militaire, mais qui aurait fait énormément de dégâts de part et d'autre, soit la solution négociée, c'est ce que nous avons fait. D'où le repli. D'où le retrait. L'escadron qui a fait l'objet des négociations, c'est celui-ci. Il est 19h, chacun sait qu'il va falloir passer la nuit. Pour parer à toute éventualité, le GIGN se fait livrer un supplément de matériel de précision. Mais le statu quo s'installe avec la nuit. Au petit jour, les barrages Kanak sont toujours en place. Ils sont nombreux là ce matin. Hein. Ils sont combien? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est la relève, 14. À 5h30, ils vont partir là, tous les matins. Ils s'en vont. Alors là, vous êtes là, coincé depuis 14 jours. Comment ça 16 jours, 16 jours. On a fait partir nos enfants par un puma. Nous, on voulait partir, mais ils nous ont pas laissé monter dans les pumas. Ils nous ont interdit de partir. Qui vous a interdit de partir? Les Kanaks. Les Kanaks, oui, oui. Ils nous ont empêchés de partir. Au PC de la gendarmerie, les négociations se poursuivent. Yewene, ministre du gouvernement provisoire, est venu sur place afin de tempérer l'ardeur des indépendantistes. Avec la nuit, les Kanaks se sont renforcés. Une grande partie se trouve derrière ce pont. Okay. C'est un fusil qu'on a récupéré hier. J'ai les caldoches. Ouais. Ok. Vous en avez récupéré combien au tout? Oh, au moins 100, plus 160, plus 160. Sans compter les munitions. Ouais. Bon, bah là, on va passer le pont alors, parce qu'on a... Il y a de la dynamique aussi. Ok. Merci. On y va? La bagnole là-bas, vous attendez. D'accord. Vous allez monter dedans. C'est ici, à 1 kilomètre du pont, que les Kanaks ont installé leur PC. Ils sont une centaine, armés de fusils, de haches, de coupe-coupe ou de poignards. Un gouvernement fantoche. Actuellement, il n'y a plus personne dans les tribus. Nous sommes tous sur les barrages. Oui, nous contrôlons la région. Sauf le plus âgé. Voilà. Vous êtes combien dans les tribus? Ici, dans la région, il y a 1700 Kanaks, c'est facile. Nous sommes tous sur les routes. Pendant 1 heure, Yewene et Éloi Machoro, restés invisibles pendant 10 jours, vont demander aux Kanaks de se comporter en militants responsables et de ne tenter aucune action sur Thio avant l'arrivée à Nouméa d'Edgar Pisani, sous peine d'une riposte immédiate de la gendarmerie. Pendant ce temps, sous une tente, les cadres du FLNKS, le Front de Libération, enregistrent les nouveaux adhérents. En Corse, la façade de la gendarmerie de Corte a été mitraillée cet après-midi par des inconnus. Il n'y a ni mort ni blessé. La Corse reste sous le choc de la flambée de violence qui a tué un CRS à Bastia dans la nuit de samedi à dimanche et en a blessé 2 autres. L'un d'eux hospitalisé à Marseille après avoir été gravement blessé à la tête et ce soir dans un état stationnaire. Le commissaire Broussard, préfet de police, a été reçu ce soir à Paris par le ministre de l'Intérieur. Les policiers qui ne concluent pas encore à un attentat politique de l'ex-FLNC poursuivent leur enquête et n'excluent pas que des truands surpris aient en fait mitraillé la voiture des CRS. Aujourd'hui à Bastia, les employés de l'EDF-GDF ont manifesté contre l'attentat commis la même nuit à Ajaccio contre le district urbain de la compagnie. Isabelle Béchler est sur place en Corse, Dominique Thiers. Opération escargot ce matin dans les rues d'Ajaccio, ce sont les salariés d'EDF-GDF qui manifestent contre la destruction de leur matériel lors d'un attentat contre le district urbain dans la nuit de samedi à dimanche. Condamne avec indignation et colère la destruction de son outil de travail. Depuis toujours, il s'est battu à visage découvert. Il s'est battu pour la paix. Il a dit haut et fort non aux terroristes. Pour clore leur manifestation, les employés ont hissé des véhicules endommagés devant les grilles de la préfecture de région. Les autres réactions, tant syndicales que politiques, sont indignées aujourd'hui dans toute l'île. Demain, la CGT et la FEN manifesteront à leur tour. Quant à l'enquête sur le mitraillage d'une Renault 5 qui a provoqué la mort d'un jeune CRS de 24 ans et les blessures de 2 de ses collègues, dans cette voiture, elle progresse prudemment. La police n'exclut aucune piste, le mobile politique n'est pas évident, même si des gendarmeries ont été également
visés dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, les 3 CRS étaient accompagnés de 2 jeunes femmes de leur connaissance lors de leur ronde nocturne. C'est une Renault 4 bleue qu'ils ont d'abord prise pour une voiture de gendarmerie qui a fondu sur eux plein phare avant que ses occupants mitraillent la voiture de fonction des CRS. Peut-être des gangsters qui se sont crus découverts, peut-être aussi une méprise dont les jeunes femmes auraient été la cause. Le Parti socialiste condamne les violences en Corse et affirme dans un communiqué son soutien au gouvernement pour faire respecter l'ordre. Des mesures de sécurité exceptionnelles entourent à Dublin le sommet européen qui a commencé cet après-midi. Les 10 chefs d'État et de gouvernement de la communauté européenne doivent d'ici demain soir résoudre tous les problèmes que leurs ministres n'ont pas réussi à trancher dans leurs réunions préparatoires et qui tiennent essentiellement à l'élargissement du marché commun à l'Espagne et au Portugal. Sur place à Dublin, Georges Bortoli. La police irlandaise est sur les dents pour ce sommet de Dublin. Sommet européen, donc présence de Mme Thatcher, donc possibilité de réaction violente des terroristes de l'IRA, l'armée secrète irlandaise qui est un peu ici comme le poisson dans l'eau et dont le bras politique, le Sinn Féin, a d'ailleurs manifesté sur le thème Thatcher dehors, à proximité immédiate du château où se tient le sommet. Voilà donc Dublin, cette petite capitale un peu somnolente, devenue pour 48 heures la capitale de l'Europe, en vertu du calendrier qui fait que chacun des 10 pays, à tour de rôle, préside la communauté pendant 6 mois. Et les 10 participants, les voici, arrivant au château, mais sans Mme Thatcher, littéralement escamotés en hélicoptère, sécurité oblige. Les 10 qui prochainement seront sans doute 12, puisque les discussions portent essentiellement ici sur l'élargissement à l'Espagne et au Portugal, mais au préalable, il faut prendre de sérieuses précautions pour éviter que l'Europe se noie dans un lac de vin espagnol. C'est là le gros dossier, le dossier difficile de ce sommet. François Mitterrand, pour sa part, sait parfaitement que les viticulteurs français ont les yeux fixés sur Dublin. Autre question abordée ici, l'Europe, au départ simple marché commun, doit-elle devenir une entité politique, l'Europe patrie des Européens en quelque sorte? 7 des 10 ont répondu oui, dont la France, très engagée sur ce projet. Mais les 3 autres répondent non. Le Danemark, la Grèce et, vous l'auriez deviné, la Grande-Bretagne, car Mme Thatcher pense que le commerce en commun c'est déjà très bien et que les projets politiques, ma foi, on aura toujours le temps. De sondage en sondage, il reste l'homme politique le plus populaire de France. Il parle peu. Sa tactique a été de se taire dans la plupart des débats qui ont agité la vie politique et singulièrement le Parti socialiste. Michel Rocard est ce soir l'invité de l'heure de vérité d'Antenne 2 juste après ce journal. Tout est déjà en place dans le studio, vous le voyez, et vous pourrez comme d'habitude poser vos propres questions à Michel Rocard en appelant à Paris le SVP 1111, le 787 1111 où Jean-Louis Le Senne et son équipe sont prêts. La prestation du ministre de l'Agriculture est très attendue dans le monde politique. Elle l'est aussi de ses propres partisans qui, au sein de la gauche au pouvoir, se sentent de plus en plus marginalisés et qui en sont là. Tout comme leur chef de file, les rocardiens jusqu'ici gardaient le profil bas, ils entendent maintenant s'exprimer, comme l'a constaté Dominique Laury. Cette fois, plus de complexe. Les rocardiens sortent de l'ombre. À l'Assemblée nationale, comme aux réunions de militants de base, les amis de Michel Rocard semblent plus à l'aise. En tant que rocardien, le courage de traiter... Après 3 ans de silence, la seule personnalité de gauche qui caracole toujours en tête des sondages va s'exprimer. Les partisans du maire de Conflans estiment qu'il est temps, qu'il est grand temps que Michel Rocard évoque les problèmes qui agitent notre société. Nous avons évoqué cette question à la conférence laitière. J'attends de Michel Rocard qu'il sorte du ministère de l'Agriculture pour redevenir Michel Rocard, le politique. Qu'il redonne un espoir à l'ensemble de la population qui est encore convaincue que la politique que nous menons est la bonne politique. En fait, pour beaucoup, cet homme est une énigme. Un combat sans faille, une carrière brillante, ont fait du fougueux leader du PSU le ministre le plus populaire de François Mitterrand et un gestionnaire maîtrisant parfaitement les dossiers. Mais paradoxe, surdoué de la gauche est aussi le marginal du gouvernement. Péché originel, la vieille querelle de la course à la présidence a placé Michel Rocard au PS en liberté surveillée, selon la formule d'un de ses amis.
Est-ce pour cela que le ministre de l'Agriculture, isolé dans le gouvernement Fabius, se veut essentiellement technicien? Les autres parlent, moi j'agis, dit-il. Stratégie ou échec, les interrogations et les analyses sur son silence alimentent sans cesse le débat politique sans altérer son image dans l'opinion. C'est le résultat d'une attitude, c'est parler vrai, disent les rocardiens. C'est dire la vérité, même quand elle est déplaisante, reconnaître qu'on a pu faire des erreurs, c'est avoir le courage de dire exactement ce qui est et comment on conçoit les choses. Paraissant indifférent à toute cette agitation, à la rumeur de coups d'éclat, Michel Rocard a comme à l'habitude travaillé rue de Varennes en compagnie de son équipe. Ici, il s'agit, ce soir encore, fidèle à son image, de bien connaître les dossiers techniques et politiques. Et personne n'évoque l'interrogation essentielle, ce soir, jusqu'où Michel Rocard va-t-il aller trop loin? L'heure de vérité donc à 20h35 sur Antenne 2. 12e réunion aujourd'hui entre patronat et syndicats sur l'adaptation des conditions de l'emploi. Au même moment, devant le siège du CNPF où se déroulaient les négociations, la CGT avait organisé une manifestation. Christian Marimonneau. Pour marquer le début de la quinzaine d'actions lancée par la CGT, quelques centaines de militants ont manifesté aujourd'hui devant le siège du CNPF. Ce qui s'ajoute aux débrayages et pétitions prévus pour appuyer leurs principales revendications, à savoir défense de l'emploi et sauvegarde du pouvoir d'achat. Le siège du patronat a été choisi car, dans le même temps, les négociations patronat-syndicat reprenaient sur l'adaptation des conditions d'emploi, c'est-à-dire la flexibilité. Une rencontre au cours de laquelle le patronat a fait une concession. Il ne fait plus de la suppression des autorisations de licenciement un préalable. La dernière rencontre prévue sur la flexibilité de l'emploi, le 15 décembre. Effervescence syndicale aujourd'hui dans les milieux de l'enseignement. 700 000 enseignants du primaire et du secondaire ont élu leurs représentants aux commissions administratives paritaires qui décident de leur carrière. Des élections importantes aussi puisque les syndicats vont pouvoir mesurer leur audience au moment où Force ouvrière a décidé de se lancer à l'assaut du bastion occupé jusqu'ici par la Fédération de l'éducation nationale, la FEN. Patrick Boittet. A priori, un bulletin de vote normal pour des élections professionnelles banales en fait une véritable révolution dans le monde syndical de l'enseignement. Pour la première fois, Force ouvrière participe massivement à ces élections. 3000 candidats pour l'ensemble du primaire et du secondaire, 15 fois plus que lors du dernier scrutin. La centrale d'André Bergeron chasse ainsi sur ce qui était tacitement depuis 1948 le territoire gardé de la FEN. Argument avancé par FO, d'autonome, la FEN est devenue la courroie de transmission du gouvernement. Trop politisée, elle met en péril l'enseignement et l'avenir des enfants. La question essentielle, c'est que nous aidions à ce que l'école joue son rôle et à ce que les enfants qui s'y trouvent puissent y recevoir la formation que les parents veulent qu'ils reçoivent. Si la FEN ne joue pas son rôle dans ce domaine, c'est son problème, ça n'est pas le nôtre. À la FEN, pas d'inquiétude a priori sur cette offensive de Force ouvrière. Cruellement, on rappelle les chiffres des élections professionnelles de 82, FEN 60%, FO 2,5%. Une poussée de la centrale d'André Bergeron ne devrait donc pas remettre en cause l'hégémonie de la fédération. Mais on reconnaît cependant qu'à terme, un problème plus grave peut résulter des élections d'aujourd'hui. De ces élections, il y a la possibilité ou non de réussir la syndicalisation, car recueillir des voix, c'est une chose. On peut y arriver avec quelques slogans racoleurs, c'est possible. Mais recueillir des adhérents et des militants, c'est une autre chose. Alors si cette deuxième opération réussissait, ça poserait effectivement le problème de l'existence d'un syndicalisme unitaire au sein du monde enseignant. Le scrutin d'aujourd'hui concernait près de 750 000 enseignants. Les premiers dépouillements se feront le 18 décembre prochain. À l'étranger, 2 semaines jour pour jour après la terrible explosion d'un dépôt de gaz à Mexico, une fuite de gaz a fait au moins 375 morts aujourd'hui en Inde. La fuite s'est produite à Bhopal, dans le centre du pays, dans une usine de pesticides, filiale de la multinationale américaine Union Carbide. L'usine fabrique entre autres de l'isocyanate de méthyle, un gaz toxique proche du phosgène utilisé pendant la guerre 14-18. 375
15 morts au moins, donc, selon le dernier bilan officiel, et 12 000 personnes au moins qui ont reçu des soins médicaux d'urgence. Ce gaz est aussi fabriqué en France. Le directeur de cabinet d'Azun Taziev nous en explique les dangers. Ce gaz est réputé pour être un irritant très grave, irritant respiratoire, irritant oculaire. Il provoque ce qu'on appelle des édèmes aigus du poumon, c'est-à-dire que les victimes généralement meurent en état de suffocation, et ceux qui ont la chance d'en réchapper présentent soit des affections dermatologiques, soit plus couramment des affections ophtalmologiques, et ils se présentent avec des yeux purulents dans les hôpitaux, et je crois que c'est leur grosse clientèle actuellement. 375 personnes sont déjà mortes, mais 2000 au moins sont très gravement atteintes. Qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Je crois effectivement que le bilan va s'alourdir dans les heures qui viennent, et que je ne serais personnellement pas étonné d'apprendre que demain ce bilan a été multiplié par 3 ou par 4. Ces personnes qui sont atteintes et qui n'ont pas encore été traitées ont peu de chances de survivre, ce qui aggrave la pathologie de ces malades, c'est que très probablement les secours ne sont pas à la hauteur de la quantité de blessés, et que dans un pays surpeuplé, dans cette banlieue surpeuplée de cette ville de l'Inde, il n'y a certainement pas de moyens de secours et d'évacuation aussi nombreux qu'il faudrait. La guerre entre l'Iran et l'Irak. L'Irak a repris aujourd'hui ses raids aériens dans le Golfe. Un pétrolier chypriote a été touché par un missile au sud de l'île iranienne de Karg. 2 procès spectaculaires ont commencé aujourd'hui en Italie. Le procès du financier escroc Michele Sindona à Milan. Sindona, que vous voyez ici, et qui a déjà été condamné à 25 ans de prison aux États-Unis, et qui doit répondre en Italie de banqueroute frauduleuse et d'exportation illégale de capitaux dans la faillite d'une banque très liée au Vatican. L'autre procès qui a commencé aujourd'hui à Rome, cette fois, c'est le procès en appel de 59 terroristes déjà condamnés pour l'enlèvement et l'assassinat en 1978 du président de la démocratie chrétienne Aldo Moro. Ce procès pourrait enfin éclaircir de nombreux points de l'affaire qui avaient marqué l'apogée des Brigades Rouges en Italie et qui jusqu'ici n'ont pas été élucidés. De Rome, Victor Vramo. Pourquoi a-t-on assassiné Aldo Moro alors qu'au départ il s'agissait simplement de l'enlever, soit pour obtenir une reconnaissance officielle des Brigades Rouges de la part de l'État italien, soit pour obtenir la libération de terroristes emprisonnés? Est-il vrai que certains membres importants des Brigades Rouges se sont opposés à l'assassinat du président de la démocratie chrétienne? Réponse peut-être au cours de ce procès en appel qui vient de s'ouvrir à Rome ce matin. Il y a 63 accusés. 32 ont été condamnés à la prison à vie en première instance. Entre-temps, le terroriste Mario Moretti s'est mis à collaborer avec la justice. Il a promis de donner des précisions sur la fourniture d'armes aux Brigades Rouges de la part de l'OLP de Yasser Arafat. 2 terroristes, Adriana Faranda et Valerio Morucci, ont fait savoir qu'ils s'étaient opposés à l'assassinat d'Aldo Moro. Et ils se sont officiellement dissociés de la lutte armée. Ce qui est remarquable, c'est que les enfants d'Aldo Moro ont pardonné. Ils ont retiré leur plainte contre Adriana Faranda et Valerio Morucci. La partie civile actuellement, ce sont la veuve d'Aldo Moro, la démocratie chrétienne et bien entendu les familles des gardes du corps d'Aldo Moro qui ont été sauvagement assassinés en mars 1978. Jugement en appel aussi en ce qui concerne 17 meurtres et 12 tentatives de meurtre. C'est toute l'histoire du terrorisme à Rome entre 1977 et 1980. L'histoire des attentats contre des magistrats, des policiers, des hommes politiques et des journalistes. Mais n'est-ce pas quelque peu dérisoire de savoir enfin pourquoi Aldo Moro a été assassiné et de savoir que les Brigades Rouges avaient des problèmes alors que tant de personnes ont été tuées pour rien, victimes d'une espèce de folie meurtrière absurde. Avertissement de la mafia contre ceux de ses membres qui sont tentés de passer aux aveux et de pactiser avec la police. Leonardo Vitale est le premier mafieux à s'être repenti il y a 11 ans, a été très grièvement blessé dans un attentat hier à Palerme. L'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, les parents de l'enfant ont été entendus à nouveau à leur demande aujourd'hui par le juge d'instruction.
Dans le détroit de Taïwan, qui sépare la Chine continentale de l'île nationaliste, les recherches se poursuivent pour retrouver Arnaud de René, porté disparu depuis 10 jours, alors qu'il tentait de traverser le détroit sur sa planche à voile. Mais au fil des heures, les espoirs de le retrouver vivant s'amenuisent. Lionel Chamoulou. Cela fait donc 10 jours qu'Arnaud de René est porté disparu. La passion du baron de René, âgé aujourd'hui de 39 ans, l'a traversé des plus fameux détroits du monde. Il a passé ceux de Bering ou de la Pérouse. Le dernier, le voici, 160 km entre la Chine populaire et Taïwan. La traversée devait durer 6 heures. De René est parti sans autorisation des autorités des deux pays le samedi 24 novembre. Depuis, plus rien. C'est un photographe qui est le dernier à l'avoir vu. Il y avait du vent, il faisait très beau quand il est parti, la mer était forte, il y avait quand même un vent fort, qui était un vent parfait pour lui. Je ne sais pas ce qui a pu se produire, il se peut qu'il ait cassé quelque chose sur sa planche, à partir du moment où il casse quelque chose, il n'avance plus, et s'il n'avance plus, c'est grave. Pendant une semaine, les secours se sont organisés. La Chine, Taïwan et les Marines américains ont survolé la région sans succès. Pourtant, ce détroit est très fréquenté. Il a un miroir de détresse, il peut attirer l'attention des bateaux. Il est possible qu'il ait été recueilli par une jonque qui n'a pas les moyens de communication, les moyens de radio, et faire route vers les Philippines ou vers la Corée du Sud ou vers Shanghai. Il peut également se trouver sur un de ces tout petits atolls, des petits îlots qui parsèment le détroit juste avant Taïwan. Donc il faut absolument garder l'espoir et se battre pour le retrouver. Il y a 4 ans, Arnaud de René avait déjà fait la une de l'actualité dans de semblables conditions. Pendant 11 jours, il avait disparu entre les Marquises et Tahiti. Il réapparaissait affirmant qu'il avait réussi seul un raid de 1000 km sur sa planche. D'aucuns avaient alors accusé Arnaud de René de soigner dans cette affaire sa promotion personnelle. Si je dois baisser les yeux et qu'il y a un doute qui plane, j'ai un honneur, j'ai un nom. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Toujours est-il que ce soir, seules les autorités de Taïwan poursuivent les recherches. Charente-Maritime, le catamaran de Pierre Folenfant est en tête de la route de la découverte. Après 1 jour et demi de course, les bateaux de tête ont viré ce matin la bouée de Palos de la Frontera au large de l'Espagne, suivant le chemin de Christophe Colomb avant qu'il ne découvre les Indes. Charente-Maritime devance les catamarans de Philippe Poupon et de Loïc Karadec. 2 mots de sport encore avec le tennis. Les Français Tariq Benabilès et Sophie Amiach éliminés en 8e de finale des internationaux d'Australie. Le dernier Français en course, Guy Forget, rencontre ce soir l'Allemand de l'Ouest, Boris Secker. Football, le Parisien Dominique Rocheteau a déclaré forfait pour le match France-RDA qui aura lieu samedi au Parc des Princes. Rocheteau souffre du genou droit, il sera remplacé par le monégasque Philippe Anziani. Et maintenant c'est Alain Gillot-Pétré bien sûr qui va nous parler du temps avec une pochette grise. Ah oui, je vous propose un temps de Toussaint, mieux vaut tard que jamais, c'est enfin la Toussaint un très mauvais temps. Regardez la photo satellite, vous allez comprendre pourquoi. Oh bien c'est dû à cette dépression qui ne peut pas aller vraiment vers l'est à cause de l'anticyclone qui est ici, dont je vous parlais hier, et qui va donc mourir sur notre pays. Résultat, je vous ai fait un petit menu sur la carte de demain, regardez bien, c'est tout en haut à gauche, ce sera couvert à variable, ce sera humide avec de la brume et des brouillards, il y aura aussi des averses, de la bruine, et il fera frais. Alors voici le détail maintenant. En milieu de journée, ce ne sera pas bon du tout, du nord-est à la Bourgogne, au Jura, aux Alpes et à la Corse, avec de petites pluies ou de petites neiges. Attention aux brouillards persistants des Vosges et de l'Alsace au Jura, brouillard qui pourrait effectivement rester très longtemps comme aujourd'hui. Sur le reste du pays, ce sera aussi pas très bon, beaucoup de nuages, de petites éclaircies, encore quelques averses, notamment en Aquitaine, et l'averse de neige sur les Pyrénées, mais progressivement les éclaircies seront plus belles sur le golfe du Lion et notamment le Languedoc. Le baromètre sera en baisse, le thermomètre aussi, de 5 à 11 degrés sur la moitié nord, 9 dans la capitale et de 6 à 15 degrés sur la moitié sud, ce qui nous fait une moyenne nationale d'à peine 9 degrés, ce qui est tout à fait normal pour la saison d'ailleurs. Demain c'est le mardi 4 décembre, 1 minute de soleil en moins, levé 8h26, couché 16h55 à Paris, et je ne sais pas ce qu'a fait Sainte-Barbara, mais c'est la patronne des artilleurs, des mineurs et des sapeurs-pompiers qu'elle vit. À 23h15, c'est Jacques Segui qui vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.